nous sommes élèves de seconde et de première du lycée Pilote Innovant International et nous allons vous présenter notre projet, c'est la science. Il s'agit d'un projet au cours duquel nous sommes intéressés à un phénomène que vous avez peut-être déjà pu remarquer chez vous. Lorsqu'on chauffe du sel à de fortes températures, le sel saute. Eh bien, nous avons voulu tout simplement en comprendre la raison. Donc, dans la présentation qu'on va vous faire, on va vous présenter, vous partager toute notre démarche et toute notre réflexion. Et vous allez comprendre alors des virages qu'on a fait dans nos recherches qu'il n'a pas été si simple de trouver la solution de l'énigme. Et à vrai dire, il n'est pas certain qu'on ait la solution. Donc, dans le cheminement qu'on va vous présenter, il n'y aura pas de réelle contradiction, mais plutôt une évolution de la pensée. Et oui, c'est comme ça que nous allons vous présenter les choses. Pour commencer, voyons le phénomène en question. Comme on peut le voir, les grains de sel sautent. Alors certes, ce n'est pas le cas de tous les grains, mais il y en a suffisamment pour ne pas passer à côté de ce phénomène. Mais alors, pourquoi les grains sautent-ils? Eh bien, car ils contiennent de l'eau. D'ailleurs, c'est bien connu, hein. Quand on laisse du sel à l'air libre, il devient tout collant. Du moins, c'est la première hypothèse à laquelle nous avons pensé. Et cette eau, en s'évaporant, pourrait très bien faire bouger le sel, voire même le faire sauter. Nous nous sommes dit que si l'eau s'évaporait, on pourrait mesurer un changement de masse avant et après le saut. C'est ce que nous avons mesuré avec une balance précise au 10 millième de gramme près. Voici les résultats obtenus sur un panel de 12 grains. Comme on peut le voir sur ces 12 grains, il y en a 5 qui n'ont pas sauté, ceux qu'on a tirés dans la deuxième colonne. Mais pour ceux qui ont sauté, cela s'accompagne d'une légère baisse de leur masse. Attention, il ne faut pas se fier à ces 3 grains-là, car ils ont été mis en contact des boîtes en plastique après avoir été chauffées, du coup ça fausse la masse. Bon, mais peut-on dire que cette perte de masse est significative? Et surtout, peut-on l'attribuer à de l'évaporation d'eau? Pour le vérifier, nous avons décidé de mélanger du sel et du sulfate de cuivre anhydre. On le sait, le sulfate de cuivre anhydre, quand il est en contact de l'eau, il prend une légère teinte bleutée. Allez, voyons l'expérience. Comme on peut le voir ici, il n'y a pas de couleur bleutée, mais nous n'avons pas baissé les bras pour autant. Nous sommes dit que cette eau pouvait très bien être contenue à l'intérieur du grain. Du coup, nous l'avons broyé et nous avons d'autant plus déshydraté le sulfate de cuivre anhydre pour avoir des résultats d'autant plus précis. Après avoir refait l'expérience, on n'a toujours pas vu de couleur bleutée. Nous sommes donc dit qu'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur de ce grain de sel. Mais alors, quelle hypothèse peut-on émettre pour expliquer ce phénomène? Eh bien, à ce stade du projet, nous n'en avions pas. C'est pourquoi nous avons décidé de vérifier si le phénomène réapparaissait avec des cristaux de composition différente. Alors nous avons fait chauffer des cristaux de KCl et en les déposant sur la plaque, nous voyons qu'ils sautent. Alors nous avons cherché les points communs entre les cristaux KCl et NaCl et il s'avère qu'ils ont la même structure cristalline. Deux sels ioniques qui cristallisent selon une forme cubique, centrée et enchevêtrée l'un dans l'autre. Alors, dans un premier temps, nous avons émis l'hypothèse que la structure cristalline était liée à l'apparition du phénomène. Et pour vérifier cela, nous avons alors prélevé des cristaux de structure cristalline différentes. Nous avons alors fait l'essai avec des cristaux de CaCl2, chlorure de calcium, qui cristallisent selon une maille orthorhombique similaire à celle du dioxyde de titane. Et nous remarquons qu'ils sautent aussi. Alors, pour le CaCl2, nous nous sommes dit que l'eau pouvait être responsable de l'apparition du phénomène, puisque ces cristaux sont très hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils absorbent très facilement l'humidité présente dans l'air. Et si ça se trouve, notre test au sulfate de cuivre anhydre n'a rien prouvé du tout. Et dans ce cas, nous avons écarté l'hypothèse de l'eau un peu trop rapidement. Mais après tout, en regardant à nouveau nos expériences, nous avons remarqué que dans chacun de nos cristaux, il y avait des ions chlorure. Alors nous avons cherché dans le labo du lycée s'il y avait d'autres cristaux. Et nous avons trouvé du fluorure de calcium, qui a la particularité de ne pas être hygroscopique du tout et de ne contenir aucun ion chlorure. Alors, en le déposant sur la plaque, nous voyons qu'il saute également. Et cette expérience est doublement intéressante car d'une part, elle nous permet d'écarter l'hypothèse de l'eau et d'une autre part, elle nous permet d'écarter une question qui nous avait été posée lors des qualifications, à savoir, est-ce que les ions sodium ne se transformeraient-ils pas en sodium atomique qui, au contact de l'eau, réagirait et créerait une mini-explosion? Eh bien, avec le fluorure de calcium, cette hypothèse semble peu probable, puisqu'on n'a ni ion alcalin, ni trace d'eau. Mais tout de même, on peut toujours imaginer que chaque type de cristaux saute pour une raison différente. Mais nous n'aurions vraiment pas de chance. Jusqu'à présent, toutes nos expériences étaient réalisées avec des cristaux ioniques. Mais qu'en est-il des cristaux moléculaires?
nous avons déposé des cristaux de saccharose sur la plaque chaude du lycée et dans un premier temps, nous avons obtenu un joli caramel. Alors nous avons refait l'expérience, mais cette fois-ci en baissant la température de la plaque, mais aucun phénomène ne s'est produit. Alors peut-être que cette fois-ci, la température de la plaque n'était pas assez chaude. Nous n'avons pas pu tirer de conclusion de toutes ces observations des types de cristaux, mais on a l'impression que peu importe leur composition ou leur structure, les sels ioniques sautent. Eh bien, à force d'observer ces différentes structures, nous avons eu une hypothèse, une idée. Est-ce que la structure cristalline des sels change lorsqu'on fait chauffer ces cristaux? Alors, est-ce le cas? Est-ce que le sel subit un changement d'état allotropique? Eh bien, regardons les faits. Donc, on a mesuré les températures auxquelles le sauce se produisait. Vous avez pu remarquer qu'il y a une température minimale au-delà de laquelle le phénomène ne se produit pas, mais par contre, il ne se produit pas à une température fixe. Or, un changement d'état se produit normalement à une température fixe si le produit est pur. Alors, peut-être qu'ici, le produit n'est pas pur, mais quand même, avec de tels écarts de température pour observer le phénomène, il est finalement peu probable qu'il y ait un changement d'état allotropique. Et puis autre chose, on a remarqué que si on laissait chauffer une plaque progressivement et qu'on posait un grain de sel dessus, et bien le phénomène il a peu de chances de se produire, contrairement à si on pose le sel en fait directement sur la plaque. Donc là encore, s'il doit y avoir un changement d'état, il doit se faire à la bonne température, quel que soit le moyen de chauffer. Et pour finir, donc avec cette histoire de température, on a remarqué que le sel, il sautait qu'une seule fois et que si en fait on laissait refroidir le grain pour le remettre sur la plaque, il ne sautait plus. On a donc définitivement abandonné cette hypothèse d'un changement d'état. Donc on ne perd espoir de trouver, mais quand même, d'un certain côté, c'est ce qu'on fait car donc en éliminant des pistes, on se rapproche de la solution. Enfin ça c'est notre côté optimiste. Alors comment poursuivre notre quête? Eh bien, en contrôlant davantage les choses. Et oui, jusqu'ici, on se rend compte que le phénomène est très variable, voire on ne le voit même pas. Parfois, les grains ne font que frémir. Parfois, ils sautent. Une fois, il s'est même cassé en deux, bien qu'on suppose que le grain utilisé était alors trop fragile. Alors, comme on se doute bien que nos résultats dépendaient uniquement des cristaux que l'on utilisait, puisque toutes les autres conditions expérimentales de cristallisation étaient les mêmes, nous avons donc décidé de faire nos propres cristaux, mais on se dit qu'on allait faire varier les conditions expérimentales de cristallisation, de sorte que certains cristaux se forment lentement et donc à une structure régulière, et d'autres cristaux se forment plus rapidement et donc à une structure irrégulière. Et nous avons ici des exemples de ces cristaux que nous avons faits. Nous avons donc ici des cristaux de chlorure de sodium avec une structure régulière et irrégulière, et ici des cristaux de chlorure de potassium avec une structure régulière et irrégulière. Puis, nous avons refait les expériences. Mais on s'est dit qu'on allait observer nos cristaux au microscope avant et après le saut pour voir si on pouvait constater une différence. Et voici nos résultats. Tout d'abord, si on pose un joli cristal avec une structure régulière, bien formée, voici ce que l'on va observer avant et après. Alors attention, on précise que ce grain de sel-là n'a pas sauté. Mais on va quand même observer une sorte de zone sombre qui est apparue dans la partie centrale du cristal et une fissure qui est apparue sur le côté. Alors du coup, on a pu formuler des hypothèses concernant cette tache sombre et cette fissure, comme par exemple, est-ce que cette fissure est provoquée par la tache sombre? En gros, est-ce qu'en augmentant en taille, la tache sombre engendre la fissure? Ou bien est-ce que cette tache sombre n'a rien à voir avec la fissure? Puis, on peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'une fissure est apparue, puisqu'il ne semble pas qu'il y ait de problème de cristallisation sur ce sel. Enfin, concernant la fissure, dans le cas où elle aurait été provoquée par cette tache sombre au centre qui aurait grandi, est-ce qu'il pourrait s'agir de molécules d'eau qui tenteraient de s'évaporer et donc qui engendreraient cette fissure? Alors ça reste quand même peu probable. On a du mal à voir comment est-ce que autant de molécules d'eau pourraient s'être agglutinées au sein d'un joli cristal si bien formé. Donc on a exclu cette hypothèse. Voyons alors plutôt un cristal qui a sauté. Eh bien, on va tout de même observer des sortes de micro-fissures qui semblent toutes converger vers un seul point, et encore une fois, sa tache sombre. Donc, il se passe bien quelque chose dans les grains de sel. Mais quoi? On ne sait pas encore exactement. Alors cherchons encore. Pour cela, il nous faut d'autres indices. Nous avons décidé d'aborder ce phénomène sous l'angle énergétique. En gros, on a un grain de sel capable de sauter. Il acquiert donc une énergie mécanique. Et cette énergie mécanique provient forcément de l'énergie thermique transmise par la plaque au grain de sel. Et bien, comment est-ce qu'on a fait pour mesurer cette énergie mécanique? Eh bien, on a décidé de filmer des grains de sel sauter de sorte de pouvoir étudier l'énergie qu'il fallait et qui provoquait un saut d'un grain de sel.
Alors ça nous a pris du temps parce qu'il fallait que le seau soit dans un mouvement uniquement vertical, afin de pouvoir mieux analyser et étudier sa trajectoire. Donc en gros, pour un seau d'environ 3 cm, on a une énergie mécanique qui va en ressortir qui est de l'ordre du millijoule. Alors comme on est un peu têtu, on a voulu savoir si cette énergie mécanique pouvait provenir de l'évaporation de quelques molécules d'eau. Donc on a ici la chaleur, l'énergie de vaporisation de l'eau. Donc on sait par ailleurs qu'après le saut d'un grain de sel, il pouvait perdre une masse de l'ordre du milligramme. Si ce milligramme est bien un milligramme d'eau, alors on peut dire que l'hypothèse de l'eau est crédible. Cependant, on reste relativement dubitatif au vu des résultats vus précédemment. Dans une deuxième partie, nous allons étudier l'énergie thermique reçue par le grain. Donc, le grain posé sur la plaque va recevoir une énergie thermique. Cette énergie thermique Q est égale à mc delta T, où C est la chaleur massive du grain de sel. Vu la taille du grain de sel, vu le temps qu'il reste posé sur la plaque, de l'ordre de quelques secondes, on peut légitimement penser qu'en quelques secondes, il va passer de 20 degrés Celsius, la température de l'air ambiant, à 500 degrés Celsius, la température de la plaque. De ce fait, on aurait une énergie thermique Q qui serait de 13 joules. Il peut être intéressant de comparer ces deux énergies. En effet, l'énergie mécanique est 1300 fois plus faible que l'énergie thermique reçue par le grain. Il est vrai que l'énergie thermique reçue est énorme comparée à l'énergie mécanique. Face à ces considérations énergétiques, nous sommes revenus vers un scénario que nous avions émis lors de nos premières hypothèses, pouvant également très bien expliquer ce phénomène. En effet, cet apport d'énergie thermique se traduit par l'augmentation de l'énergie interne, donc par l'augmentation des vibrations des différents composants microscopiques. Cette vibration mécanique, du coup, pourrait très bien causer le mouvement du sel. Ou alors les différentes vibrations qui ont lieu à différents endroits si ce grain est mal organisé, autrement dit que son organisation n'est pas parfaite. On appelle ça un grain polycristallin. Ce scénario nous semble tout à fait crédible, d'autant plus que de nouveaux éléments nous sont parvenus, ne faisant que renforcer cette thèse. En fait, les conditions sanitaires rendaient l'accès aux salles plutôt compliqué. Faut mettre stop. Eh bien oui. En fait, comme les conditions sanitaires rendaient l'accès aux salles plutôt compliqué, nous avons fait l'acquisition d'un petit microscope pour pouvoir continuer d'avancer le projet de chez nous. Et comme nous avancions le projet de chez nous, nous disposions d'un chauffage beaucoup plus fort que celui présent au lycée. Et ces deux points-là ont fait avancer notre connaissance. En effet, la première chose que nous avons faite, c'est de faire sauter du gros sel de Guérande, qui, comme on peut le voir, a la particularité d'avoir un aspect vraiment très déstructuré. Et voici ce qui se passe lorsqu'on le fait chauffer. C'est un véritable feu d'artifice. Jusque-là, on observait un frémissement, voire un saut du grain de sel. Mais là, on voit bien. Le sel saute encore et encore jusqu'à pratiquement devenir du sel fin. Alors, on a décidé d'observer au microscope ces petits grains de sel obtenus. Et voici ce qu'on a pu remarquer. Les petits grains de sel obtenus sont de forme géométrique beaucoup plus régulière que le gros grain dont ils sont issus. Cela semble donc confirmer que le gros grain est composé de blocs plus ou moins indépendants les uns des autres et que lors du saut, le bloc se casse au niveau de la jonction entre que le grain se casse au niveau de la jonction entre ces deux. Mais du coup, l'hypothèse selon laquelle l'agitation des grains de sel ne se fait pas de façon identique sur tout son volume, mais se fait selon des directions différentes en fonction des blocs qui le composent, semble intéressante à explorer. Et pour mieux l'explorer, nous avons voulu refaire des expériences, des observations, mais cette fois-ci en utilisant un grain de sel beaucoup mieux structuré, que nous avons nous-mêmes réalisé. Lors de ces nouvelles expériences, nous espérons pouvoir distinguer les différents blocs qui composent le grain et pouvoir les retrouver une fois que le grain se soit cassé. Eh bien regarde, voici ici le cristal avant chauffage et voici ici le cristal après chauffage. Eh bien là, clairement, cette observation confirme ce que nous pensions. Les lésions doivent principalement se faire au niveau de la jonction entre les blocs, lors du saut. On peut même presque refaire le puzzle. Alors on a décidé d'aller encore plus loin pour décrire le scénario qui se passe lors de l'éclatement du grain de sel. En fait, il est possible qu'il y ait une sorte de compétition entre la dilatation du sel et sa capacité à se comprimer. J'explique. Comme tout matériau, le sel a une capacité, peut se dilater lorsque la température augmente. D'ailleurs, cette dilatation peut même être calculée. Nous avons ici trouvé la formule du coefficient de dilatation à pression constante du sel. Au vu du coefficient bêta, on peut dire qu'avec une variation de température de 500 Kelvin, cela engendrerait une augmentation de volume de 2%, ce qui n'est absolument pas négligeable. Du coup, on s'est intéressé parce que les blocs qui ayant augmenté en volume
pourrait pousser les blocs voisins. Du coup, on s'est intéressé à la capacité à se comprimer du grain de sel. Nous avons trouvé une formule pour le coefficient de compressibilité, mais pas la formule spécifique au grain de sel. Cependant, l'idée reste la même. Si notre coefficient de compressibilité est trop faible, alors la dilatation des blocs pourrait pousser les blocs voisins, et ce qui engendrerait l'explosion du grain de sel. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ? Eh bien, nous nous sommes dit qu'il pourrait être possible de vérifier cette hypothèse en refroidissant le sel. En effet, les blocs qui composent le grain de sel semblent se comprimer sous l'effet de basse température, ce qui a pour effet de casser leur liaison. Alors, on n'assisterait pas à un éclatement du grain, mais tout de même à quelque chose d'observable. Nous avons donc disposé des grains de sel sur une plaque froide sortie du congélateur à moins de 18 degrés, mais il ne s'est rien passé d'observable. Alors, nous avons acheté de la carboglace d'une température de moins 80 degrés et nous y avons disposé un flacon contenant un grain de sel et nous avons observé. Là encore, il ne s'est rien passé d'observable. Il est possible que moins 80 degrés ne soit pas une température suffisante pour qu'il se passe quelque chose d'observable. Après tout, la différence n'est que d'une centaine de degrés par rapport à la température ambiante du grain de sel à la normale, ce qui est tout à fait énorme, ce qui est tout à fait négligeable par rapport aux 500 degrés qu'on lui fait parfois subir sur la plaque chauffante. Donc cette expérience ne prouve pas que notre hypothèse est vraie, mais elle ne prouve pas non plus qu'elle est fausse. Alors on s'est tout de même posé des questions car au cours de notre projet, on a obtenu des résultats souvent différents. Par exemple, au début de notre projet, on voyait les grains sauter, frémir mais pas se casser. Et lorsqu'on mesurait la variation de masse, elle était tellement faible que c'était à se demander si elle était existante. Et bien maintenant, nous pensons que cette différence de masse était bien réelle, mais que la température en fait elle était trop faible donc, pour casser des gros blocs, si bien que ce devait être qu'une infime partie du sel qui devait être éjectée en provoquant les légers sauts des gros grains de sel. Et tout cela, on va tout faire pour le prouver en réalisant des mesures précises de vitesse, de masse et en utilisant la conservation de la quantité de mouvement. Nous sommes persuadés que nous pouvons le faire car après avoir effectué toutes ces recherches, nous sommes finalement rappelés que nous avions filmé l'expérience au lycée et voilà ce que nous avions vu. Il est alors peut-être possible en fait de mesurer les vitesses à partir d'une vidéo ou bien en fait en prenant une photo avec un temps de pause très long. Donc on pourrait alors avoir les traînées des grains et remonter à ce qui s'est passé lors de la désintégration. Un peu comme on fait en physique des particules mais avec des particules de sel. Et pour en finir avec cette vidéo, donc en fait en l'analysant on arrive à voir qu'effectivement même si en fait le grain il fait que frémir, et ben, il y a un tout minuscule morceau de ce grain qui va se détacher et qui va se retrouver sur la plaque. Donc, en refaisant les expériences, mais avec des conditions expérimentales différentes, nous aboutissons à des observations qui peuvent être différentes, mais pourtant pas incohérentes. Lors des qualifications, nous vous avions montré que lorsqu'on déposait un grain de sel commercial sur la plaque chaude du lycée, il ne faisait que frémir ou sauter légèrement. Eh bien, voyons ce qui se passe lorsque nous déposons un grain de sel que nous avons fait nous-mêmes cristalliser sur la plaque du lycée. Vu sa facilité à éclater, nous avons voulu déterminer la température minimale à laquelle le grain de sel explosait. Eh bien, nous avons trouvé une température de 110 degrés Celsius, ce qui est très faible par rapport au sel commercial. Il y a donc ici quelque chose à exploiter. Pourquoi notre sel saute aussi facilement par rapport au sel commercial? Eh bien, pour répondre à cela, nous nous sommes intéressés à la pureté des cristaux. Nous avons réalisé une solution contenant notre sel et une autre contenant le sel commercial. Eh bien, grâce à un titrage conductimétrique, nous avons calculé la teneur en NaCl de ces cristaux. Et pour le sel commercial, nous obtenons une teneur de 100%. En revanche, pour notre sel, nous obtenons une teneur de 90%. Et c'est ce qui explique peut-être la différence entre ces deux grains. Mais aussi, nous nous sommes demandé si les impuretés n'avaient pas un rôle important quant à l'apparition du phénomène observé. Mais cela reste encore à démontrer. Pour conclure, nous pensons avoir trouvé l'explication de ce phénomène, mais après tout, cela ne peut ne pas correspondre à la réalité. Certaines hypothèses, dans un premier temps éliminées, refaisaient surface avant d'être une nouvelle fois éliminées, montrant à quel point il est délicat de s'approcher de la solution de façon certaine. Nous privilégions
du moins pour le moment, des explications avec des termes de dilatation et de compression des grains, où les liaisons peuvent se rompre. Mais la vérité peut se trouver ailleurs. Nous avons en effet vu que les impuretés jouaient un rôle assez important dans ce phénomène. Mais dans tous les cas, nous avons fait le maximum pour maintenir une démarche la plus rigoureuse possible, pour que nos conclusions soient d'autant plus fiables et crédibles. On espère que notre enquête et nos recherches vous auront plu. Merci de votre attention et de votre écoute.